L'automne de 1876 s'abattait sur Poitiers comme un linceul gris, ces brumes matinales s'accrochant aux toitures gothiques et aux ruelles pavées de la vieille ville. Dans le quartier aristocratique de Montbernage, dominant la vallée du Clin depuis son promontoire rocheux, se dressait la Mansion Rousseau, une demeure du XVIIe siècle dont les pierres calcaires avaient noirci sous les assauts du temps et des intempéries. Ses hautes fenêtres à meneaux, autrefois éclatantes de lumière lors des bals somptueux, semblaient désormais des yeux morts, scrutant la cité endormie. Madame Geneviève Rousseau, veuve depuis 3 ans, arpentait les couloirs de marbre de sa demeure avec la rigidité d'une statue vivante. À 52 ans, cette femme aux traits aristocratiques ciselés par l'orgueil et durcis par le veuvage incarnait parfaitement l'obsession nobiliaire de l'époque pour la pureté du sang. Ses cheveux d'un châtain sévère étaient tirés en chignon si serré qu'il semblait sculpter son visage en un masque de marbre, et ses yeux d'un vert glacial ne reflétaient qu'une seule passion, préserver l'honneur de la lignée Rousseau à tout prix. Ce matin-là, alors que les cloches de Notre-Dame-la-Grande sonnaient 8 heures, Geneviève se tenait dans le grand salon, contemplant le portrait de son défunt époux, le comte Henri-Auguste Rousseau. L'homme au regard noble et aux moustaches parfaitement taillées semblait la juger depuis son cadre doré, et elle serrait les dents face à ce rappel constant de ses propres échecs. Car malgré 23 années de mariage, elle n'avait donné qu'un seul héritier à la famille, Philippe, son fils de 26 ans, dont l'esprit fragile et les tendances perverses constituaient une source d'angoisse perpétuelle. Le baron Philippe Rousseau était un homme de constitution frêle, aux cheveux d'un blond terne et aux yeux d'un bleu délavé qui trahissait une instabilité mentale croissante. Depuis l'enfance, il manifestait des comportements inquiétants. Il torturait les animaux domestiques, espionnait les domestiques dans leur intimité et développait des obsessions malsaines pour tout ce qu'il percevait comme impur ou corrompu. Sa mère, aveuglée par l'amour maternel et l'orgueil familial, attribuait ces dérèglements aux épreuves nécessaires que devait traverser un aristocrate sensible dans un monde en décadence. Poitiers, en cette fin de XIXe siècle, était une ville en mutation. L'industrialisation naissante côtoyait encore les vestiges féodaux, et les écarts sociaux se creusaient de manière dramatique. Dans les quartiers populaires de la Tranchée et des Couronneries, la misère rongeait les familles ouvrières comme un cancer. Les enfants des rues, orphelins ou abandonnés, erraient par dizaines dans les ruelles sombres, survivant de mendicité et de petits larcins. Pour l'aristocratie locale, ces vermines urbaines représentaient une souillure morale qu'il fallait éradiquer ou, à défaut, ignorer. C'est dans ce contexte que Geneviève développa sa théorie personnelle sur la purification sociale. Influencée par les idées eugénistes qui commençaient à germer dans les milieux bourgeois européens, elle était convaincue que certains individus, les bâtards issus d'unions illégitimes, les orphelins de sang mélangé, les enfants nés dans le péché, constituaient une menace directe à l'ordre moral et social. Dans son esprit torturé par l'orgueil nobiliaire, ces êtres impurs devaient être isolés, contenus, voire purifiés par la souffrance avant d'être dignes de côtoyer la société civilisée. Le premier enfant arriva un soir de novembre 1876, par une nuit si froide que la Vienne charriait des glaçons. Philippe l'avait trouvé, ou plutôt capturé, près des abattoirs de la ville. Il s'agissait d'un garçon d'environ 8 ans, aux cheveux noirs emmêlés et aux yeux sombres brillant de fièvre et de terreur. L'enfant, qui ne parlait que par bribes incohérentes, semblait être un orphelin des rues, peut-être un petit bohémien ou un bâtard de quelque liaison scandaleuse. Philippe l'avait attiré avec des promesses de nourriture et d'un abri chaud, avant de l'assommer et de le ramener à la mansion dans un sac de toile. « Mère », avait-il dit ce soir-là, ses yeux brillants d'une lueur malsaine, « j'ai trouvé le premier spécimen pour notre œuvre de purification. » Geneviève avait d'abord été choquée par l'initiative de son fils, mais en contemplant l'enfant inconscient étalé sur le sol du vestibule, elle avait ressenti une excitation perverse.
voici enfin l'occasion de mettre en pratique ses théories sur la régénération morale. Cet être souillé par une naissance impure pourrait être lavé de ses péchés originels par l'isolement et la pénitence forcée. « Philippe !» avait-elle murmuré, sa voix tremblant d'une exaltation quasi religieuse. « Prépare la chambre secrète. Notre mission divine commence aujourd'hui. » La chambre secrète était une pièce que le défunt comte Henri-Auguste avait fait aménager durant les troubles de 1848, craignant les émeutes populaires. Située au 2e étage de la mansion, elle était dissimulée derrière une cloison mobile dans la bibliothèque familiale. L'accès se faisait par la manipulation d'un mécanisme caché derrière une rangée de livres de théologie. La pièce mesurait environ 4 mètres sur 3, sans fenêtre, éclairée uniquement par une bougie ou une lampe à huile. Le sol était dallé de pierres froides et l'humidité suintait perpétuellement des murs de calcaire. Philippe avait passé plusieurs journées à préparer cette chambre selon les instructions de sa mère. Il avait installé des chaînes et des menottes fixées au mur, un seau hygiénique dans un coin et une paillasse moisie sur laquelle les sujets seraient contraints de dormir. Sur les murs, il avait accroché des crucifix et des images pieuses, persuadé que la contemplation forcée de ces symboles religieux contribuerait à la purification spirituelle des captifs. Le premier enfant, que Geneviève avait baptisé sujet premier pour déshumaniser sa condition, fut installé dans cette geôle improvisée par une nuit de tempête. Ses chevilles furent entravées par des chaînes de fer et ses poignets menottés à un anneau scellé dans le mur. Lorsqu'il reprit connaissance, ses cris de terreur résonnèrent dans la pièce close comme les plaintes d'un animal pris au piège. « Tais-toi, créature impure !» lui avait sifflé Geneviève, son visage éclairé par la flamme vacillante d'une chandelle. « Ton baptême par la souffrance commence maintenant. Plus tu résisteras, plus ton âme se purifiera lentement. » Les premiers jours furent atroces. L'enfant pleurait, suppliait, tentait de briser ses chaînes jusqu'à ce que ses poignets saignent. Geneviève et Philippe descendaient 3 fois par jour pour lui apporter une maigre pitance. Des croûtes de pain rassis, de l'eau croupie, parfois quelques légumes avariés récupérés aux cuisines. Ils observaient leur sujet avec la fascination malsaine de scientifiques étudiant un cobaye, notant méticuleusement dans un carnet de cuir rouge ses réactions, ses phases de désespoir, ses tentatives d'évasion. « Voyez comme il se débat encore !» commentait Philippe, ses yeux brillant d'une satisfaction perverse. « Cela prouve que l'impureté de son sang résiste à notre traitement. Il faudra intensifier la thérapie. » Au bout de 2 semaines, les cris de l'enfant se transformèrent en gémissements, puis en murmures incohérents. Sa résistance s'émoussait peu à peu sous l'effet de la malnutrition, de l'isolement total et de la terreur constante. Geneviève était enchantée de ses progrès et commençait déjà à planifier l'acquisition d'autres sujets pour son programme de purification. Mais le véritable tournant psychologique eut lieu un matin de décembre, quand Philippe descendit à la chambre secrète et trouva l'enfant recroquevillé dans un coin, murmurant des prières incohérentes tout en se griffant compulsivement les bras jusqu'au sang. Le garçon avait perdu au moins 10 kilos, ses yeux s'étaient enfoncés dans leurs orbites, et sa peau avait pris une teinte grisâtre maladive. « Mère !» avait crié Philippe en remontant précipitamment au salon. « Le traitement fonctionne, il prie, son âme commence à se purifier. » Ce jour-là marqua le début d'une spirale infernale qui allait durer 25 ans. D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. L'hiver de 1877 fut particulièrement rigoureux, et Poitiers disparut sous un manteau de neige qui transforma la ville en un paysage de conte gothique. Les cheminées fumaient jour et nuit, les bourgeois se calfeutraient dans leurs demeures chauffées, tandis que dans les faubourgs, les misérables grelottaient dans leurs taudis humides. C'était la saison parfaite pour les Rousseau pour élargir leur sinistre collection. Le sujet premier avait maintenant survécu 3 mois dans la chambre secrète, et sa transformation physique et mentale fascinait ses geôliers. De robuste gamin des rues qu'il était, il s'était mué en une créature spectrale, ses cheveux ayant blanchi prématurément, ses yeux hagards ne reflétant plus qu'une terreur résignée.
Il avait développé des tics nerveux. Il se balançait d'avant en arrière en murmurant des fragments de prières latines que Philippe lui avait enseignés, et il passait des heures à tracer des croix sur les murs humides avec ses ongles ensanglantés. « Regardez cette métamorphose miraculeuse !» s'extasiait Geneviève en consignant ses observations dans son journal personnel. « En quelques mois, nous avons transformé une bête sauvage en créature pénitente. Imaginez ce que nous pourrions accomplir avec d'autres spécimens. » Philippe, enhardi par ce qu'il percevait comme un succès, se mit à parcourir les quartiers populaires de Poitiers avec une régularité inquiétante. Il avait développé une méthode efficace. Il repérait les enfants isolés, orphelins, fugueurs ou simplement enfants de familles trop pauvres pour les surveiller constamment et les attirait avec des promesses de nourriture chaude et d'emploi dans une noble maison. Sa prestance aristocratique et ses manières raffinées inspiraient confiance aux victimes potentielles, qui le suivaient sans méfiance jusqu'au piège mortel. Le deuxième sujet fut une fillette de 12 ans prénommée Marie-Jeanne, fille illégitime d'une blanchisseuse des couronneries et d'un soldat de passage. L'enfant, aux cheveux châtains et aux yeux bleus innocents, mendiait devant l'église Saint-Porcher quand Philippe l'aborda par un après-midi neigeux de février. Il lui raconta qu'une dame charitable cherchait une jeune domestique et lui promit un lit chaud et 3 repas par jour. Marie-Jeanne, qui n'avait mangé qu'un quignon de pain sec depuis 2 jours, accepta immédiatement. Cette fois, Geneviève assista personnellement à l'installation de sa nouvelle pensionnaire. Elle observa avec une satisfaction morbide Philippe enchaîner la fillette terrifiée dans la chambre secrète, désormais agrandie par l'abattage d'une cloison. L'espace pouvait maintenant accueillir 3 sujets. Simultanément, chacun enchaîné dans un coin différent, assez près pour se voir et s'entendre, mais assez loin pour ne pouvoir se toucher ni se consoler mutuellement. « Parfait !» murmura Geneviève en contemplant ses 2 captifs. L'isolement total était efficace, mais la proximité de la souffrance partagée intensifiera le processus de purification. Ils pourront s'observer mutuellement se transformer, ce qui accélérera leur propre régénération spirituelle. Les mois suivants furent un laboratoire d'horreur méticuleusement organisé. Geneviève avait établi un régime strict. Les sujets recevaient de la nourriture 1 fois par jour, toujours à la même heure, pour créer une dépendance psychologique totale envers leur geôlier. Le menu était volontairement carencé, principalement du pain moisi, de l'eau croupie et de temps en temps quelques épluchures de légumes, pour maintenir les corps dans un état d'affaiblissement permanent, sans provoquer la mort immédiate. Philippe avait développé un système de récompense. Pervers, les captifs qui priaient avec ferveur recevaient une portion supplémentaire de pain, ceux qui se montraient rebelles étaient privés de nourriture pendant plusieurs jours. Cette manipulation psychologique créait une dynamique de compétition malsaine entre les victimes, chacune tentant de survivre en adoptant les comportements exigés par leur bourreau. Mais le plus atroce était peut-être le rituel quotidien de l'instruction spirituelle. Chaque matin, Geneviève descendait dans la chambre secrète, vêtue de sa plus belle robe noire, tenant un missel relié de cuir, et obligeait ses captifs à répéter des prières latines pendant des heures. Elle leur expliquait, avec le ton didactique d'une institutrice, pourquoi leur naissance impure les destinait à cette purification, pourquoi leur souffrance était nécessaire à leur salut éternel. « Vous êtes nés dans le péché », récitait-elle de sa voix métallique, « enfants de la chair et de la corruption. Ah, mais par la grâce de notre intervention divine, vos âmes souillées peuvent encore être blanchies. Plus vous souffrirez ici-bas, plus votre place au paradis sera assurée. » Au bout de 6 mois, Marie-Jeanne avait développé une sorte de mysticisme délirant. Elle passait ses journées à psalmodier des cantiques, ses yeux fixés sur un crucifix accroché au mur, et affirmait recevoir des visions de la Vierge Marie qui lui promettait la rédemption par la souffrance. Geneviève était ravie de cette évolution spirituelle et notait scrupuleusement chaque détail dans son journal. Le 3e sujet arriva en septembre 1878.
Un garçon d'environ 10 ans, visiblement de sang mélangé, probablement fils d'une liaison entre un colon revenu d'Algérie et une femme locale. Ses traits exotiques et sa peau légèrement basanée représentaient, aux yeux de Geneviève, le summum de la corruption raciale qu'elle s'était donné pour mission de corriger. Elle le baptisa sujet troisième et décida d'appliquer sur lui des méthodes encore plus drastiques. Philippe, dont les pulsions sadiques s'intensifiaient avec chaque nouveau captif, proposa d'ajouter des éléments éducatifs au traitement. Il installa un système de poulies permettant de suspendre les enfants par les poignets pendant de courtes périodes pour stimuler leur méditation spirituelle. Il introduisit également des séances de flagellation purificatrices, utilisant un fouet à lanière de cuir qu'il avait confectionné lui-même. « La chair doit souffrir pour que l'esprit s'élève », justifiait-il, reprenant les formules mystiques que sa mère avait puisées dans ses lectures théologiques. Saint François d'Assise lui-même pratiquait la mortification corporelle. Nous ne faisons que les initier aux pratiques des plus grands saints de la chrétienté. Mais c'est en 1880 que l'entreprise familiale prit une ampleur véritablement industrielle. Geneviève, constatant que ces trois sujets initiaux montraient des signes d'épuisement avancé, l'un d'eux était même entré dans un état catatonique permanent, décida qu'il fallait renouveler régulièrement le cheptel pour maintenir l'efficacité du processus. Philippe fut envoyé dans d'autres villes de la région, Châtellerault, Montmorillon, Chauvigny, pour élargir son territoire de recrutement. Il avait perfectionné sa technique. Il se faisait passer pour un précepteur privé cherchant de jeunes domestiques pour une famille noble ou pour un représentant d'une œuvre charitable catholique recueillant les orphelins. Sa prestance naturelle et son élocution raffinée lui ouvraient toutes les portes, et les autorités locales ne songeaient jamais à soupçonner un membre de l'aristocratie de telles ignominies. En 5 ans, entre 1880 et 1885, pas moins de 12 enfants disparurent ainsi dans la chambre secrète des Rousseau. Geneviève avait fait aménager 2 pièces supplémentaires adjacentes, créant un véritable complexe souterrain de cellules interconnectées. Chaque sujet était méticuleusement catalogué dans ses registres: âge approximatif, origine supposée, degré d'impureté évalué selon ses critères personnels, et évolution de son état physique et mental sous traitement. Certains captifs ne survécurent que quelques mois. La malnutrition chronique, l'absence totale de soins médicaux et le stress psychologique extrême emportaient les plus fragiles. D'autres développèrent des pathologies mentales sévères, catalepsie, mutisme hystérique, automutilation compulsive. Les plus résistants parvinrent à survivre plusieurs années, devenant des ombres humaines qui avaient de perdu jusqu'au souvenir de leur identité antérieure. Geneviève considérait ces décès comme des échecs techniques plutôt que comme des drames humains. Dans son esprit dérangé, elle perfectionnait une science nouvelle, celle de la régénération morale. Et ces sacrifices étaient nécessaires à l'avancement de ses recherches. Elle correspondait même secrètement avec d'autres membres de l'aristocratie européenne intéressés par les théories eugénistes, échangeant des méthodes et des résultats sous couvert de discussions philosophiques sur l'amélioration de la race humaine. Philippe, lui, trouvait dans cette entreprise familiale un exutoire parfait à ses pulsions les plus sombres. Il passait des heures dans les cellules à observer les transformations de ses victimes, prenant des notes détaillées sur leurs réactions à différents types de privations et de tortures spirituelles. Il avait développé une expertise particulière dans l'art de maintenir ses sujets dans un état de survie minimal, prolongeant leur agonie sur des mois, voire des années. Mais au-delà de la cruauté pure, l'aspect le plus terrifiant de cette époque fut peut-être la routine bureaucratique avec laquelle les Rousseau géraient leur chambre d'horreur. Ils tenaient des horaires stricts, des registres méticuleusement tenus, des procédures standardisées pour chaque aspect de leur programme. Le mal était devenu pour eux une profession exercée avec le même sérieux qu'un artisan applique à perfectionner son art. Et pendant ce temps,
Dans les rues de Poitiers et des villes environnantes, des familles cherchaient désespérément leurs enfants disparus. Des mères pleuraient des fils et des filles évanouies, sans laisser de traces. Des autorités locales classaient sans suite des dossiers de disparition, probablement dus à la fugue ou à l'accident. Personne ne songeait à soupçonner que derrière les murs respectables de la mention Rousseau se cachait l'un des crimes les plus atroces de l'histoire française. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. L'automne de 1885 marqua un tournant décisif dans l'histoire macabre de la famille Rousseau, bien qu'à l'époque, ni Geneviève ni Philippe ne mesuraient encore l'ampleur de ce qui allait transformer leur œuvre de purification en cauchemar vivant. C'est à cette période qu'arriva celui qui allait devenir leur plus terrible création, et paradoxalement, leur plus redoutable ennemi. Un enfant que l'histoire retiendrait sous le nom de Victor, en référence troublante au mystérieux Victor de l'Aveyron et au non moins énigmatique Caspar Hauser. Philippe l'avait trouvé un soir de brouillard épais près du cimetière de Chilvert, à la périphérie de Poitiers. L'enfant, âgé d'environ 6 ans, était recroquevillé contre une tombe, visiblement abandonnée depuis plusieurs jours. Ses vêtements en lambeaux et son état de maigreur extrême suggéraient qu'il avait vécu comme un animal sauvage, se nourrissant de détritus et dormant à la belle étoile. Mais ce qui frappa immédiatement Philippe, ce furent ses yeux. D'un noir profond, il semblait receler une intelligence précoce et une résignation troublante, comme si cet enfant avait déjà traversé des épreuves que la plupart des adultes n'auraient pu endurer. « Celui-ci sera parfait », murmura Philippe en soulevant l'enfant inerte. Jeune, déjà brisé par la vie et manifestement sans attache familiale, un spécimen idéal pour les expérimentations de mère. Contrairement aux autres captifs qui avaient hurlé, supplié ou résisté lors de leur emprisonnement, Victor accueillit sa mise au fer avec une passivité déconcertante. Il observa ses geôliers avec une attention presque scientifique, comme s'il étudiait leur comportement pour mieux comprendre les règles de ce nouvel enfer. Cette attitude inhabituelle intrigua Geneviève, qui décida d'appliquer sur lui des méthodes expérimentales encore plus poussées. Cet enfant possède déjà la sagesse de la souffrance, nota-t-elle dans son journal. Il sera intéressant d'observer comment son esprit, déjà partiellement brisé par les épreuves antérieures, réagira à notre programme de purification intensive. Victor fut installé dans une cellule spécialement aménagée au fond du complexe souterrain, séparé des autres captifs par plusieurs cloisons. Geneviève voulait l'isoler complètement pour pouvoir appliquer sur lui des techniques révolutionnaires qu'elle avait développées en s'inspirant des travaux de certains aliénistes de l'époque. Sa cellule était plus petite que les autres, à peine 2 mètres sur 2, et entièrement tapissée de miroirs brisés fixés au mur, créant un effet de multiplication cauchemardesque qui devait, selon les théories de Geneviève, confronter le sujet à la multiplicité de ses impuretés. Mais Victor ne réagit pas comme les autres enfants, alors que ses prédécesseurs sombrent rapidement dans la folie ou la catalepsie, lui semblait s'adapter à chaque nouvelle torture avec une résilience surnaturelle. Plus troublant encore, il commença à manifester des comportements qui dépassaient de loin ce qu'un enfant de 6 ans devrait être capable de comprendre. Au bout de quelques semaines, Victor avait mémorisé parfaitement les horaires de ses geôliers, leurs habitudes, leurs faiblesses. Il savait exactement quand Philippe descendrait pour les séances d'instruction, quand Geneviève viendrait pour les examens de progrès spirituel, et même quand les domestiques passeraient dans les couloirs au-dessus. Plus inquiétant, il semblait avoir développé une compréhension intuitive des motivations psychologiques de ses bourreaux. « Madame la baronne », dit-il un jour à Geneviève de sa petite voix claire, « vous cherchez à purifier mon âme parce que la vôtre est tachée d'un péché que vous n'arrivez pas à avouer, et monsieur le baron torture les enfants parce qu'il a peur des adultes. Je me trompe ?» Cette remarque frappa Geneviève comme un coup de fouet.
Comment un enfant de 6 ans, privé d'éducation et maintenu dans l'isolement le plus total, pouvait-il formuler une analyse psychologique aussi pénétrante? Elle attribua cette lucidité précoce à l'efficacité de son traitement et décida d'intensifier encore les thérapies. Philippe, lui, était à la fois fasciné et inquiété par Victor. L'enfant ne pleurait jamais, ne suppliait jamais, ne montrait aucun signe de détresse émotionnelle, même durant les séances de torture les plus raffinées. Il subissait les sévices avec une résignation qui tenait de la sagesse mystique, et parfois, Philippe avait l'impression troublante que c'était Victor qui l'observait, qui l'étudiait, qui prenait des notes mentales sur ses faiblesses et ses peurs. « Monsieur Philippe, » lui dit un jour Victor pendant une séance de flagellation, « vous savez que votre mère vous méprise, n'est-ce pas? Elle vous utilise pour satisfaire ses pulsions, mais elle vous considère comme un échec. C'est pour cela que vous avez besoin de nous faire souffrir, pour vous sentir enfin supérieur à quelqu'un. » Philippe s'arrêta net, le fouet suspendu en l'air. Ces mots avaient touché une vérité si profonde et si douloureuse qu'il sentit ses jambes se dérober sous lui. Comment cet enfant pouvait-il connaître des secrets que lui-même n'osait s'avouer? Mais le plus troublant était encore à venir. Au fil des mois, Victor commença à manifester des capacités qui dépassaient l'entendement. Il semblait deviner les pensées de ses geôliers, anticiper leurs décisions et même influencer leur comportement par de simples suggestions. Plus inquiétant, les autres captifs encore vivants dans le complexe commençaient à se tourner vers lui comme vers une sorte de guide spirituel. « Il nous parle la nuit », chuchota Marie-Jeanne lors d'une des visites de Geneviève. « Il nous explique pourquoi nous souffrons et comment transformer cette souffrance en force. Il dit que nous sommes en train de devenir quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort que nos bourreaux. » Geneviève était partagée entre l'exaltation et l'inquiétude. D'un côté, cette évolution spirituelle de ces captifs semblait confirmer la validité de ses théories sur la purification par la souffrance. De l'autre, elle sentait qu'elle perdait progressivement le contrôle de la situation, comme si Victor orchestrait secrètement une révolution invisible dans son propre laboratoire d'horreur. C'est en 1888, après 3 années de captivité, que Victor révéla la véritable nature de ce qui se passait dans les profondeurs de la mansion Rousseau. Lors d'une de ses visites quotidiennes, Geneviève le trouva debout au centre de sa cellule, ses chaînes brisées gisant à ses pieds, ses yeux noirs fixés sur elle avec une intensité qui la glaça jusqu'aux os. « Comment as-tu » bégaya-t-elle, incapable de terminer sa phrase. « Madame la baronne » répondit Victor de sa voix d'enfant qui semblait porter le poids de siècles d'expérience. « Vous vous êtes trompé sur la nature de votre expérience. Vous pensiez nous purifier, mais en réalité, vous nous avez transformés en quelque chose de bien plus puissant que ce que nous étions. La souffrance, quand elle est poussée à l'extrême, ne brise pas l'âme humaine, elle la forge en une lame d'acier pur. » Il s'avança vers elle, et malgré sa petite taille d'enfant de 9 ans, Geneviève eut l'impression qu'une présence titanesque se dressait devant elle. « Nous ne sommes plus les enfants que vous avez capturés, » continua Victor. « Nous sommes devenus vos juges, vos bourreaux et bientôt vos successeurs. Chaque coup de fouet, chaque privation, chaque humiliation a cristallisé en nous une force que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous avez voulu créer des saints par la torture, vous avez engendré des démons par la souffrance. » Geneviève recula, terrifiée, mais Victor poursuivit implacablement. « Et maintenant, chère Madame la Baronne, notre vraie éducation va commencer. Mais cette fois, c'est nous qui serons les professeurs, et vous qui apprendrez ce que signifie vraiment la purification par la douleur. » Les semaines qui suivirent, cette révélation transformèrent complètement la dynamique de la mansion Rousseau. Victor n'était plus un captif. Il était devenu le maître secret des lieux, manipulant Geneviève et Philippe avec une habileté diabolique. Il leur faisait croire qu'il gardait encore le contrôle, tout en orchestrant subtilement leur descente aux enfers psychologiques. Il commença par semer la discorde entre la mère et le fils. Lors des séances quotidiennes, il glissait à Philippe des remarques apparemment innocentes sur les véritables intentions de sa mère,
sur la façon dont elle l'utilisait comme un simple instrument de ses fantasmes sadiques. À Geneviève, il murmurait des observations sur la faiblesse pathétique de son fils, sur son incapacité à mener à bien la noble mission qu'elle s'était fixée. « Votre fils n'est qu'un lâche, madame, » lui disait-il avec le sourire angélique d'un enfant de 9 ans. « Il torture des enfants enchaînés parce qu'il n'a jamais eu le courage d'affronter un homme libre. Comment pourriez-vous accomplir votre œuvre de purification avec un assistant aussi défaillant ?» Parallèlement, Victor organisait secrètement une véritable école de survie parmi les autres captifs. Il leur enseignait comment économiser leurs forces, comment résister psychologiquement aux tortures, comment développer une haine pure et concentrée qui leur permettrait de survivre à n'importe quelle épreuve. Plus troublante encore, il semblait posséder des connaissances sur l'anatomie humaine et la psychologie qui dépassaient de loin ce qu'un enfant de son âge devrait maîtriser. « La douleur n'est qu'une information », expliquait-il aux autres prisonniers pendant les longues nuits d'hiver. « Une fois que vous comprenez cela, elle perd tout pouvoir sur vous. Nos bourreaux croient nous briser, mais ils ne font que nous apprendre à transcender les limites humaines ordinaires. Bientôt, nous serons plus forts qu'eux, plus forts que n'importe qui. » En 1889, la situation avait atteint un point de non-retour. Geneviève et Philippe, rongés par les manipulations de Victor et par leurs propres obsessions, avaient sombré dans une paranoïa mutuelle qui les rendait de plus en plus imprévisibles. Leurs séances de purification étaient devenues des explosions de violence incontrôlées, et plusieurs captifs avaient succombé à des tortures qui n'avaient plus rien de méthodique. Victor, lui, continuait de grandir et de se renforcer, défiant toutes les lois de la biologie. Malgré des années de malnutrition et de sévices, il avait développé une constitution robuste et une agilité remarquable. Plus inquiétant, il semblait avoir acquis une influence hypnotique sur tous ceux qui l'approchaient, y compris les domestiques de la mansion qui, sans comprendre pourquoi, commençaient à ressentir une peur instinctive des sous-sols. « Il se passe quelque chose d'anormal dans cette maison », chuchotait Berthe, la vieille cuisinière, à son mari jardinier. « J'entends des bruits étranges la nuit, des chuchotements qui semblent venir des murs eux-mêmes. Et madame la baronne, elle n'est plus la même. Ses yeux ont une lueur que je n'aime pas. » Mais le véritable chef-d'œuvre de Victor fut sa manipulation finale de Philippe. Au printemps de 1890, l'enfant démon réussit à convaincre le baron que sa mère préparait secrètement sa perte, qu'elle comptait le livrer aux autorités pour se dédouaner de leur entreprise commune. « Elle tient un journal secret, monsieur Philippe », lui glissa-t-il lors d'une de leurs séances privées. « Un journal où elle décrit tous vos actes, toutes vos initiatives personnelles, en se présentant comme une victime contrainte par votre folie. Quand l'heure des comptes sonnera, devinez qui portera seul la responsabilité de tout ceci. » Cette révélation, habilement étayée par des preuves que Victor avait minutieusement fabriquées, plongea Philippe dans une rage meurtrière. Il commença à surveiller sa mère, à fouiller ses affaires, à interpréter chacun de ses gestes comme une trahison potentielle. La tension entre eux atteignit un niveau insoutenable, créant exactement l'atmosphère de guerre psychologique que Victor avait orchestrée. Et puis, par une nuit d'orage de juin 1890, l'inévitable se produisit. Philippe, convaincu que sa mère s'apprêtait à le dénoncer, décida de prendre les devants. Il descendit dans la chambre secrète avec un poignard de famille, bien décidé à éliminer tous les témoins de leur crime, à commencer par Victor lui-même. Mais quand il pénétra dans la cellule de l'enfant, il la trouva vide. Les chaînes étaient soigneusement posées sur la paillasse, et sur le mur, tracé avec ce qui semblait être du sang, un message l'attendait. « Merci, monsieur Philippe, pour cette excellente éducation. Il est temps maintenant que les rôles s'inversent. Votre purification commence cette nuit. » C'est à ce moment-là que Philippe comprit qu'il n'avait jamais été le maître de la situation. Victor, ou ce qu'était devenu Victor après 5 années de torture systématique, avait patiemment orchestré chaque détail de ce moment. L'enfant brisé qu'il avait cru façonner selon ses désirs s'était transformé en une créature dont la intelligence et la malveillance
dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton Merci en forme de cœur afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Cette nuit d'orage de juin 1890 marqua le début d'une période que les rares témoins survivants ne pourraient jamais évoquer sans trembler. Car si les 11 années précédentes avaient vu la famille Rousseau torturer méthodiquement des innocents, les 11 années suivantes allaient révéler ce qui arrive quand les victimes deviennent plus terrifiantes que leurs bourreaux. Philippe ressortit en courant de la chambre secrète, le visage décomposé par la terreur. Il remonta les escaliers 4 à 4, claquant derrière lui toutes les portes qu'il pouvait barricader, comme si des murs de pierre pouvaient le protéger de ce qu'il avait contribué à créer. Ses mains tremblaient tellement qu'il lui fallut plusieurs tentatives pour allumer une lampe à huile. Et quand la flamme vacillante éclaira enfin le salon, il découvrit sa mère assise dans son fauteuil habituel, parfaitement immobile, les yeux fixés sur l'obscurité avec une expression d'attente résignée. « Il s'est échappé, n'est-ce pas ?» dit-elle sans même se tourner vers lui. Sa voix était étrangement calme, comme si elle s'était préparée à ce moment depuis des mois. « Victor, notre chef-d'œuvre, notre création parfaite. » Philippe s'effondra dans un fauteuil, ses jambes refusant de le porter plus longtemps. « Mère, nous devons fuir, immédiatement, prendre ce que nous pouvons et quitter Poitiers cette nuit même. Il n'est qu'un enfant, après tout, avec de l'avance nous pourrions... » « Un enfant ?» L'interruption de Geneviève claqua comme un fouet dans le silence. « Philippe, mon pauvre fils, vous n'avez vraiment rien compris. Ce que nous avons créé là-dessous n'est plus un enfant depuis longtemps. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose que la souffrance et la haine ont forgé dans des profondeurs que l'humanité normale ne peut même pas concevoir. » Elle se tourna enfin vers lui, et Philippe fut choqué de voir que ses yeux brillaient d'une lueur d'exaltation quasi mystique. « Ne voyez-vous pas la beauté terrible de ce qui nous arrive? Nous avons réussi. Notre expérience de purification par la souffrance a dépassé nos espérances les plus folles. Nous avons transformé un simple orphelin des rues en quelque chose de transcendant, de surnaturel. Et maintenant, il va nous offrir le privilège de subir à notre tour cette transformation. » Philippe la regarda avec horreur. Sa mère avait-elle complètement perdu la raison, ou était-elle tombée sous l'influence hypnotique de Victor? Dans tous les cas, il était désormais seul face à la menace qui rôdait dans les profondeurs de leur demeure. Les premiers signes de la réorganisation du pouvoir dans la mansion Rousseau se manifestèrent dès le lendemain matin. Philippe, qui n'avait pas fermé l'œil de la nuit, descendit aux cuisines pour prendre un café et découvrit Berthe, la vieille cuisinière, préparant méthodiquement 5 plateaux repas au lieu du habituel service pour 2 personnes. « Berthe, que faites-vous? Pour qui sont ces plateaux supplémentaires ?» La vieille femme leva vers lui un regard étrangement vide, comme si elle agissait dans un état de somnambulisme éveillé. « Pour les nouveaux maîtres de maison, monsieur le baron. Ils m'ont fait savoir qu'ils prendraient désormais leurs repas dans leurs appartements, des appartements plus confortables que ceux qu'ils occupaient précédemment. » Philippe sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Les nouveaux maîtres, mais de qui parlez-vous ?»« Mais des enfants, bien sûr, » répondit Berthe avec un sourire béat qui contrastait terriblement avec l'horreur de ses paroles. « Ils sont si intelligents, si polis, et ils connaissent tellement de choses sur nous tous. Ils m'ont expliqué comment mieux organiser la maison, comment optimiser les menus, comment gérer le personnel. C'est merveilleux d'avoir enfin de vrais maîtres compétents. » Philippe recula, horrifié. Victor avait non seulement libéré les autres captifs, mais il les avait également organisés en une sorte de conseil dirigeant qui avait pris le contrôle psychologique de tous les domestiques de la mansion. Et le plus terrifiant était que ses serviteurs, loin de manifester de la répulsion face aux enfants qu'ils savaient torturer pendant des années, semblaient maintenant éprouver pour eux une déférence quasi religieuse. Au cours des jours suivants, Philippe découvrit l'étendue de sa nouvelle condition. Il n'était plus le maître de sa propre demeure. Il en était devenu le prisonnier. Chaque fois qu'il tentait de sortir, il trouvait les portes verrouillées de l'intérieur. Quand il essayait d'appeler à l'aide depuis les fenêtres, sa voix se brisait mystérieusement,
comme si une force invisible l'empêchait de crier. Ses propres domestiques l'évitaient ou lui répondaient par des phrases évasives, leurs yeux reflétant une peur respectueuse qui n'était manifestement pas dirigée vers lui. Geneviève, elle, avait complètement embrassé sa nouvelle situation. Elle passait ses journées dans sa chambre, écrivant fébrilement dans un nouveau journal qu'elle avait commencé, documentant avec la même méticulosité scientifique qu'auparavant les progrès de sa propre purification. Car elle était désormais convaincue que Victor et ses compagnons allaient lui offrir l'expérience ultime qu'elle avait cherché à procurer à ses victimes, la transformation spirituelle par la souffrance extrême. Imaginez la beauté de ce retournement, écrivait-elle dans son journal. Nous qui pensions être les artisans de la purification, nous découvrons que nous n'étions que les instruments aveugles d'une justice cosmique supérieure. Nos anciens sujets, forgés par notre traitement, sont maintenant assez purifiés pour devenir nos guides spirituels. Quelle leçon d'humilité, quelle révélation mystique! La première séance d'instruction eut lieu une semaine après l'évasion de Victor. Philippe fut invité, par l'intermédiaire de Berthe, qui parlait avec la voix neutre d'un automate, à se présenter dans l'ancienne bibliothèque à 8 heures du soir précise. Quand il y entra, il découvrit les 5 enfants survivants assis en demi-cercle, parfaitement immobiles, leurs yeux fixés sur lui avec une intensité hypnotique. Ils avaient tous changé de manière spectaculaire. Malgré des années de malnutrition et de sévices, ils semblaient maintenant rayonner d'une vitalité surnaturelle. Leurs corps émaciés s'étaient remplumés. Leurs cheveux avaient retrouvé leur éclat et leurs yeux brillaient d'une intelligence précoce qui défiait leur âge apparent. Mais le plus troublant était leur immobilité parfaite. Ils ressemblaient à des statues de cire animées par une volonté collective unique. Victor, qui devait maintenant avoir 14 ans, mais paraissait porter le poids d'une sagesse millénaire, prit la parole en premier. « Bonsoir, monsieur Philippe. Nous espérons que vous avez passé une semaine instructive. Il est temps maintenant de commencer votre véritable éducation, car voyez-vous, tout ce que vous nous avez fait subir n'était que la phase préparatoire. Nous devions d'abord comprendre les mécanismes de la souffrance pour pouvoir vous les enseigner correctement. » Philippe voulut protester, fuir, crier, mais il découvrit qu'il était paralysé, cloué sur place par une force qui semblait émaner directement de la volonté collective des enfants. « Ne vous inquiétez pas, » continua Victor avec un sourire qui glaça le sang de Philippe. « Nous n'allons pas vous faire subir les mêmes tortures grossières que vous nous avez infligées. Cela serait trop simple, trop brutal. Non, nous allons vous offrir quelque chose de beaucoup plus raffiné. Nous allons vous apprendre à vous torturer vous-même. » Au cours des mois qui suivirent, Philippe découvrit les limites de l'horreur psychologique. Les enfants ne le touchaient jamais physiquement, ne le privaient jamais de nourriture ou de sommeil, ne lui infligeaient aucun sévice corporel. Au contraire, ils prenaient un soin méticuleux de son bien-être physique, s'assurant qu'il soit toujours correctement nourri, habillé, soigné. Mais ils avaient développé des techniques de manipulation mentale d'une sophistication terrifiante. Chaque jour, ils lui démontraient par des détails précis l'étendue de leur connaissance de ses pensées les plus intimes, de ses peurs les plus secrètes, de ses hontes les plus profondes. Ils lui décrivaient avec une précision clinique chacun des crimes qu'il avait commis, chacune des souffrances qu'il avait infligées, en lui expliquant patiemment les répercussions psychologiques que ces actes avaient eues sur ses victimes. « Rappelez-vous Marie-Jeanne, monsieur Philippe, » lui disait Victor lors d'une de ses séances quotidiennes. « Le 15 mars 1868, vous l'avez suspendue par les poignets pendant 4 heures, parce qu'elle avait refusé de réciter le Pater Noster en latin. Savez-vous ce qui s'est passé dans son esprit pendant ces 4 heures ? Laissez-moi vous l'expliquer minute par minute. » Et Victor procédait effectivement à une description détaillée, clinique, implacable, de chaque seconde de souffrance que la fillette avait endurée. Mais le plus atroce était qu'il ne se contentait pas de décrire, il faisait revivre à Philippe, par une sorte d'hypnose collective, les sensations exactes qu'avait éprouvées sa victime.
Philippe sentait dans sa propre chair les tiraillements des muscles, la dislocation progressive des articulations, la montée de la panique, le désespoir croissant. Ces séances duraient des heures, et à chaque fois, Philippe ressortait de la bibliothèque complètement vidé, ayant vécu dans sa propre chair les tortures qu'il avait infligées à ses victimes. Mais le pire était qu'il commençait à éprouver une forme de gratitude morbide envers ses bourreaux, car pour la première fois de sa vie, il comprenait vraiment ce qu'était la souffrance, non plus comme un pouvoir qu'il exerçait sur autrui, mais comme une révélation sur sa propre humanité. Geneviève, elle, vivait sa propre descente aux enfers avec une exaltation mystique croissante. Les enfants lui avaient assigné un programme de purification personnalisé, qui consistait principalement en longues séances de méditation forcée devant les portraits de famille, où elle devait réciter interminablement la liste de tous les crimes commis par la lignée Rousseau au cours des siècles. « Comprenez-vous maintenant, Madame la Baronne ?» lui expliquait Marie-Jeanne, qui, malgré ses 16 ans, parlait avec l'autorité d'une théologienne consommée, que votre obsession pour la purification du sang n'était que la projection de la corruption héréditaire de votre propre lignée. Votre famille a accumulé pendant des générations les crimes, les trahisons, les cruautés. C'est ce poison ancestral que vous tentiez d'exorciser en nous torturant. Et Marie-Jeanne détaillait effectivement, avec une précision historique stupéfiante, tous les crimes commis par les ancêtres Rousseau, les paysans massacrés au XVIe siècle, les procès truqués du XVIIe, les spoliations de biens ecclésiastiques, les trahisons politiques, les assassinats discrets. Comment une enfant de 16 ans, issue des rues populaires, pouvait-elle connaître des détails que les archives familiales elles-mêmes ne contenaient pas? Mais le plus troublant était que ces révélations correspondaient parfaitement aux intuitions secrètes que Geneviève avait toujours eues sur sa famille. Tous ces crimes que Marie-Jeanne lui détaillait, elle les avait pressentis, devinés dans le comportement de ses parents, dans l'atmosphère malsaine de la mansion, dans les cauchemars qui la hantaient depuis l'enfance. Au bout d'1 an de ce traitement, Geneviève et Philippe n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Physiquement intacts, ils avaient été psychologiquement démontés pièce par pièce, puis remontés selon les désirs de leur nouveau maître. Ils éprouvaient maintenant pour les enfants une dévotion absolue, mélange de terreur sacrée et de gratitude pathologique pour la révélation qu'ils leur apportaient. Et pendant ce temps, dans Poitiers et les environs, d'étranges phénomènes commençaient à se manifester. Des familles entières disparaissaient sans laisser de traces, leurs maisons retrouvées vides mais parfaitement en ordre, comme si les occupants s'étaient évaporés. Des témoins rapportaient avoir vu des groupes d'enfants aux yeux étrangement brillants se promener la nuit dans les rues désertes, parlant entre eux dans une langue inconnue. Les animaux domestiques développèrent des comportements erratiques, fuyant certains quartiers de la ville, ou au contraire, s'y rassemblant en groupes inhabituels. Mais personne ne faisait le lien entre ces événements mystérieux et la respectable famille Rousseau, toujours considérée comme un pilier de l'aristocratie locale. Car les enfants avaient appris à leurs anciens geôliers à jouer parfaitement la comédie de la normalité bourgeoise quand des visiteurs se présentaient à la mansion. Et ces visiteurs repartaient toujours avec l'impression d'avoir rencontré une famille certes excentrique, mais parfaitement respectable et aimante envers les jeunes protégés qu'elle avait recueillis par charité chrétienne. L'empire secret de Victor et de ses compagnons s'étendait lentement, mais sûrement sur toute la région, créant un réseau invisible de familles converties, qui appliquaient maintenant dans leur propre foyer les méthodes de purification qu'elles avaient apprises de leurs nouveaux maîtres enfants. Et au cœur de ce réseau grandissant, dans les profondeurs réaménagées de la mansion Rousseau, Victor poursuivait patiemment ses expérimentations sur la nature humaine, poussant toujours plus loin les limites de ce qu'un esprit peut endurer avant de se briser ou de transcender définitivement sa condition mortelle.
L'année 1901 s'annonçait comme une année de renouveau pour la France. L'exposition universelle de Paris avait montré au monde les merveilles de la modernité. L'électricité commençait à illuminer les grandes villes, et l'optimisme du nouveau siècle contrastait violemment avec les ombres gothiques du 19e finissant. Mais à Poitiers, dans les profondeurs de la mansion Rousseau, une autre sorte de modernité prenait forme, une modernité de la cruauté qui allait bientôt être révélée au grand jour dans toute son horreur méthodique. L'événement déclencheur vint d'une source tout à fait imprévisible, sœur Marguerite Marie de la Compassion, une religieuse de l'ordre des Filles de la Charité qui venait d'être affectée à l'hospice Saint-Louis de Poitiers. Cette femme de 45 ans, au visage buriné par des années de service auprès des plus déshérités, possédait une qualité rare. Elle était capable de reconnaître instantanément un enfant qui avait souffert, quelles que soient les apparences qu'il affichait. C'est lors d'une visite de charité dans le quartier aristocratique de Montbernage que sœur Marguerite Marie croisa pour la première fois le regard de Victor. L'enfant, qui paraissait maintenant âgé de 16 ans mais dont les yeux semblaient porter le poids de plusieurs existences, accompagnait Philippe Rousseau lors d'une promenade dominicale parfaitement conventionnelle. Aux yeux des passants, il formait le tableau touchant d'un aristocrate charitable et de son jeune protégé. Mais sœur Marguerite Marie vit immédiatement ce que les autres ne percevaient pas. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en se signant. « Cet enfant, qu'est-ce qui a pu creuser une telle souffrance dans ses yeux ?» Car malgré l'apparence de santé florissante que Victor avait acquise, malgré sa prestance et son maintien aristocratique, la religieuse décela instantanément les stigmates invisibles de tortures prolongées. Mais plus troublant encore, elle perçut quelque chose d'autre, une autorité, une force de volonté qui émanait de cet adolescent et qui transformait son accompagnateur adulte en simple marionnette docile. Qui menait qui dans cette étrange promenade ? Se demanda-t-elle en regardant s'éloigner le couple mal assorti. Intriguée et inquiétée par cette vision, sœur Marguerite Marie entreprit une enquête discrète sur la famille Rousseau. Ce qu'elle découvrit la remplit d'abord d'admiration. Depuis une dizaine d'années, cette noble famille avait apparemment recueilli plusieurs orphelins et enfants abandonnés, leur prodiguant éducation et soins dans leur magnifique demeure. Les témoignages des voisins étaient unanimement positifs. Madame la baronne Rousseau et son fils étaient décrits comme des bienfaiteurs exemplaires, et les enfants qu'ils hébergeaient semblaient épanouis et remarquablement éduqués. Pourtant, quelque chose clochait. Sœur Marguerite Marie, forte de 20 années d'expérience auprès des enfants maltraités, savait reconnaître les signes que les autres ignoraient. Et ces enfants Rousseau présentaient des particularités troublantes. Une maturité excessive, un regard trop intense, une façon de parler qui trahissait des expériences bien au-delà de leur âge apparent. C'est en interrogeant discrètement les archives paroissiales qu'elle tomba sur une première anomalie. Aucun des enfants hébergés chez les Rousseau n'avait été officiellement baptisé ou confirmé dans la paroisse locale. Pour une famille réputée pour sa piété, c'était étrange. Plus étrange encore, plusieurs témoins mentionnaient avoir vu ces enfants participer à d'étranges rituels nocturnes dans le parc de la Mansion. Pas des messes noires ou des pratiques sataniques, mais plutôt des sortes de leçons données en plein air, sous les étoiles, avec une solennité qui évoquait davantage une initiation mystique qu'une instruction religieuse traditionnelle. Déterminée à en avoir le cœur net, sœur Marguerite Marie décida de rendre une visite officielle aux Rousseau, sous prétexte de solliciter leur soutien pour une œuvre charitable de l'hospice. Elle se présenta à la Mansion par un après-midi pluvieux de septembre 1901, s'attendant à être reçue par les maîtres de maison traditionnels. Ce fut Victor lui-même qui vint lui ouvrir la porte. « Bonjour, ma sœur », dit-il de sa voix posée qui contrastait avec son apparence d'adolescent. « Nous vous attendions. » Cette simple phrase glaça le sang de la religieuse. Comment pouvait-il l'attendre alors qu'elle avait décidé de cette visite sur un coup de tête, sans prévenir personne? « Vous m'attendiez » bégaya-t-elle.
Mais bien sûr, répondit Victor avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux noirs. Une personne de votre perspicacité ne pouvait qu'être intriguée par notre petite communauté. Entrez, je vous prie. Madame la baronne sera ravie de vous recevoir. Sœur Marguerite Marie pénétra dans la mansion avec un sentiment croissant de malaise. L'atmosphère des lieux était oppressante, comme si les murs eux-mêmes retenaient des secrets terribles. Mais ce qui la troubla le plus fut l'attitude des domestiques. Ils se déplaçaient avec une docilité de somnambules, évitant soigneusement de croiser le regard de Victor, et semblaient éprouver pour lui une déférence qui frisait l'adoration mystique. Geneviève Rousseau, quand elle apparut enfin dans le salon, était méconnaissable. La femme hautaine et rigide, que décrivaient les témoignages d'époque, s'était muée en une créature éthérée, presque translucide, qui parlait de purification spirituelle et de révélation divine, avec des yeux brillants d'une exaltation inquiétante. Elle présenta Victor et ses compagnons comme ses maîtres spirituels, expliquant à la religieuse médusée comment ses enfants lui avaient ouvert les yeux sur les vérités cosmiques cachées derrière les apparences du monde matériel. « Voyez-vous, ma sœur, expliquait Geneviève, de sa voix devenue étrangement cristalline, nous pensions être des bienfaiteurs, recueillant des orphelins. En réalité, c'était eux qui nous recueillaient. Ils sont venus nous sauver de notre aveuglement spirituel, nous enseigner les mystères de la transcendance par la souffrance volontaire. » Sœur Marguerite Marie écoutait cette confession décousue avec une horreur croissante, car sous les délires mystiques de Geneviève, elle commençait à deviner la réalité atroce de ce qui s'était passé dans cette maison. Les révélations dont parlait la baronne ressemblaient étrangement aux divagations de victimes de tortures psychologiques prolongées, et l'autorité spirituelle de ses enfants évoquait plutôt le pouvoir que des bourreaux particulièrement pervers pouvaient acquérir sur leurs victimes. Mais le déclic définitif se produisit quand Philippe Rousseau fit son apparition. L'homme, qui devait avoir maintenant 37 ans, en paraissait 60. Ses cheveux avaient blanchi prématurément, ses mains tremblaient sans cesse, et ses yeux reflétaient une terreur permanente mêlée à une soumission pathologique. Quand il s'adressa aux enfants, ce fut avec une déférence servile qui retourna l'estomac de la religieuse. « Maître !» murmura-t-il en s'inclinant profondément devant Victor, « pardonnez-moi de vous déranger pendant votre entretien avec notre invité. Dois-je préparer les appartements du sous-sol pour la cérémonie de ce soir ?»« Cela ne sera pas nécessaire, Philippe, » répondit Victor avec la patience condescendante d'un adulte s'adressant à un enfant déficient. « Sœur Marguerite Marie ne restera pas assez longtemps pour assister à nos rituels habituels, n'est-ce pas, ma sœur ?» Le ton de cette dernière phrase fit comprendre à la religieuse qu'il ne s'agissait pas d'une question, mais d'un ordre déguisé. Elle se leva précipitamment, prétextant une urgence à l'hospice, et quitta la mansion avec la sensation d'échapper de justesse à un piège mortel. Mais sœur Marguerite Marie n'était pas femme à abandonner quand des enfants étaient potentiellement en danger. Dès le lendemain, elle se rendit au commissariat de police de Poitiers pour faire part de ses soupçons au commissaire Alphonse Beaumont, un homme de 50 ans réputé pour son intégrité et son sens de la justice. « Monsieur le commissaire, » lui expliqua-t-elle, « je suis convaincu qu'il se passe quelque chose de terrible dans la mansion Rousseau. Ces enfants ne sont pas des protégés, ils sont soit des victimes, soit quelque chose de pire. » Beaumont écouta attentivement le récit de la religieuse, mais se montra initialement sceptique. Les Rousseau étaient une famille respectée, sans antécédents judiciaires, et les témoignages des voisins étaient unanimement positifs. Cependant, l'expérience de sœur Marguerite Marie avec les enfants maltraités lui conférait une crédibilité particulière. « Très bien, ma sœur, » décida finalement Beaumont. « Je vais constituer une équipe d'enquêteurs discrets pour surveiller cette mansion. Si vos soupçons sont fondés, nous en aurons bientôt la preuve. » Ce qu'ils découvrirent au cours des semaines suivantes dépassa leur pire cauchemar. En surveillant la demeure depuis les toitures adjacentes, les policiers observèrent des scènes qui défièrent leur compréhension. Ils virent Philippe et Geneviève Rousseau se comporter comme des serviteurs, soumis envers des adolescents qui donnaient visiblement tous les ordres.
Ils assistèrent à d'étranges rituels nocturnes dans le parc, où les protégés semblaient dispenser un enseignement mystérieux à des adultes agenouillés devant eux. Plus troublant encore, ils remarquèrent que d'autres familles bourgeoises de la ville venaient régulièrement rendre visite à la mansion, et en repartaient avec un comportement visiblement altéré. C'est comme s'ils étaient hypnotisés, rapporta l'inspecteur Durand après une nuit d'observation. Ces enfants exercent sur les adultes une influence que je n'arrive pas à expliquer. Et les adultes, mon Dieu, commissaire, ils ont l'air terrorisés et béats à la fois, comme des mystiques qui auraient vu le diable et l'auraient pris pour un ange. Mais c'est un témoignage inattendu qui fournit finalement la clé de l'énigme. Lucien Moreau, un maçon qui avait effectué des travaux dans la mansion 15 ans plus tôt, se présenta spontanément au commissariat, rongé par un secret qu'il n'arrivait plus à porter. « Monsieur le commissaire », dit-il d'une voix brisée par l'émotion, « en 1886, j'ai aménagé des pièces secrètes dans la cave de la mansion Rousseau. Madame la baronne m'avait dit que c'était pour constituer une cave à vin particulière, mais ces pièces étaient équipées d'anneaux scellés dans les murs, de systèmes d'aération minimale et de portes qui se fermaient de l'extérieur. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas, mais j'avais besoin de l'argent, et les Rousseau payaient bien. Aujourd'hui, je n'arrive plus à dormir en pensant à ce que j'ai peut-être contribué à construire. » Cette révélation décida Beaumont à agir immédiatement. Le 12 novembre 1901, par une nuit de brouillard dense, une équipe de policiers investit discrètement la mansion Rousseau. Ce qu'ils découvrirent dans les sous-sols dépassa en horreur tout ce que l'époque avait pu imaginer. Le complexe souterrain était devenu un véritable laboratoire de la souffrance humaine, méticuleusement organisé et documenté. Les enquêteurs trouvèrent d'abord les registres tenus par Geneviève durant les premières années, des carnets de cuir rouge où étaient consignés avec une précision scientifique les détails de chaque torture, les réactions de chaque victime, les progrès de leur purification spirituelle. Ces documents, rédigés dans une écriture soignée et méthodique, révélaient l'ampleur industrielle de l'entreprise familiale. Puis, ils découvrirent les chambres secrètes elles-mêmes. Certaines contenaient encore des squelettes d'enfants enchaînés au mur, leurs os portant les traces de malnutrition chronique et de sévices répétés. D'autres abritaient des instruments de torture raffinés, des systèmes de poulies pour la suspension prolongée, des dispositifs de contention sophistiqués, des mécanismes de privation sensorielle. Mais le plus atroce était peut-être la bibliothèque de la souffrance, des dizaines de cahiers où chaque enfant captif avait été contraint de tenir un journal détaillé de ses propres torments, décrivant jour après jour sa descente progressive dans la folie et le désespoir. « Mon Dieu !» murmura l'inspecteur Durand en parcourant ces témoignages posthumes. « Ils ont transformé la torture en science exacte. Chaque détail est noté, analysé, optimisé. C'est de la cruauté industrialisée. » Mais la découverte la plus troublante fut celle des appartements actuels des enfants survivants. Car loin d'être des victimes croupissant dans des cachots, Victor et ses compagnons vivaient maintenant dans un luxe raffiné, entourés de livres rares, d'œuvres d'art et de confort moderne. Leurs chambres étaient décorées comme celles de jeunes aristocrates, et leur bibliothèque personnelle contenait des ouvrages de philosophie, de psychologie et de sciences occultes, qui auraient impressionné des érudits universitaires. Plus troublant encore, ces enfants, qui avaient maintenant entre 16 et 20 ans, semblaient avoir développé des capacités intellectuelles extraordinaires. Leur carnet personnel révélait une compréhension de la nature humaine d'une profondeur saisissante, une maîtrise de la manipulation psychologique qui rivalisait avec les travaux des plus grands aliénistes de l'époque, et une philosophie personnelle qui transformait la souffrance endurée en source de pouvoir et de transcendance. « Nous avons été forgés dans la douleur comme l'acier est forgé dans le feu », écrivait Victor dans l'un de ses journaux. Chaque coup, chaque privation, chaque humiliation a cristallisé en nous une force que les humains ordinaires ne peuvent même pas concevoir.
Nous sommes les premiers d'une nouvelle humanité, purifiés par la souffrance extrême et libérés des illusions de la pitié et de la morale conventionnelle. Quand les policiers procédèrent finalement aux arrestations, ils furent confrontés à une situation qui défia toutes leurs procédures habituelles. Geneviève et Philippe Rousseau se laissèrent emmener sans la moindre résistance, mais en manifestant une joie extatique qui glaça le sang des enquêteurs. « Enfin !» s'exclamait Geneviève en montant dans le fourgon cellulaire. « Enfin notre œuvre va être révélée au monde. Les autorités vont pouvoir constater l'efficacité de nos méthodes de purification spirituelle. C'est un jour béni. » Philippe, lui, pleurait, mais c'était des larmes de soulagement, pas de désespoir. « Merci, messieurs les policiers », répétait-il en bégayant. « Merci de nous arrêter. Maintenant, nos maîtres vont peut-être nous pardonner nos fautes passées. Peut-être accepteront-ils de continuer notre éducation même en prison. » Mais l'arrestation des enfants eux-mêmes posa des problèmes juridiques inédits. Comment inculper des victimes qui étaient manifestement devenues des bourreaux? Comment juger des mineurs qui avaient subi des tortures atroces, mais qui les avaient ensuite infligées à leur tour? Victor et ses compagnons se présentèrent spontanément aux autorités, mais avec une arrogance tranquille qui déstabilisa complètement les enquêteurs. « Nous ne fuyions pas », déclara Victor lors de son premier interrogatoire. « Pourquoi fuirions-nous? Nous n'avons rien fait d'illégal selon vos lois. Nous avons simplement pris le contrôle de nos anciens geôliers et les avons éduqués selon les méthodes qu'ils nous avaient eux-mêmes enseignées. C'est de la justice poétique, pas du crime. » Le procès qui s'ouvrit au printemps 1902 devint rapidement l'un des événements judiciaires les plus troublants de l'époque. La presse nationale et internationale se passionna pour cette affaire Rousseau, qui semblait défier toutes les catégories morales et légales habituelles. Les témoignages des victimes survivantes, car Victor et ses compagnons acceptèrent de témoigner longuement sur leurs expériences, révélèrent des détails d'une cruauté méthodique qui révulsa l'opinion publique. Mais ce qui troubla le plus les observateurs fut l'attitude des accusés principaux. Geneviève et Philippe Rousseau manifestaient durant tout le procès une fierté pathologique pour leur œuvre, décrivant leurs tortures comme des actes de charité spirituelle. Ils semblaient sincèrement convaincus d'avoir rendu service à leurs victimes, en les purifiant par la souffrance. Quant aux enfants, ils témoignèrent avec une lucidité glaciale, qui impressionna même les magistrats les plus endurcis. Mèche. Ils décrivirent méthodiquement les sévices subis, mais sans jamais manifester la moindre émotion, comme s'ils rapportaient des expériences scientifiques plutôt que des traumatismes personnels. « Comprenez-vous, » expliquait Victor à la barre, « que nous remercions sincèrement Madame et Monsieur Rousseau pour l'éducation qu'ils nous ont donnée. Sans eux, nous serions restés de vulgaires enfants des rues. Grâce à leur traitement, nous sommes devenus quelque chose de supérieur à l'humanité ordinaire. Nous maîtrisons maintenant les mécanismes de la douleur et de la peur de façon que les plus grands psychologues nous envieraient. » Le verdict, rendu en juin 1902, fut sévère. Geneviève et Philippe Rousseau furent condamnés aux travaux forcés à perpétuité pour torture, séquestration et homicide sur mineurs. Mais le sort des enfants survivants posa des problèmes insolubles. Victimes selon la loi, ils ne pouvaient être poursuivis pour les tortures psychologiques qu'ils avaient ensuite infligées à leurs geôliers. Ils furent finalement placés dans un établissement psychiatrique spécialisé sous surveillance médicale permanente. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là, car au cours des mois qui suivirent le procès, d'étranges phénomènes commencèrent à se manifester autour de tous ceux qui avaient été impliqués dans l'affaire. Les gardiens de prison rapportèrent que Geneviève et Philippe Rousseau continuaient à tenir des séances d'instruction dans leurs cellules, s'adressant à des interlocuteurs invisibles avec la même ferveur mystique qu'autrefois. Ils affirmaient recevoir des visites nocturnes de leurs anciens maîtres, qui poursuivaient leur éducation spirituelle même à travers les barreaux de la prison. Plus troublant, plusieurs des enquêteurs, magistrats et journalistes qui s'étaient intéressés de près à l'affaire commencèrent à manifester des comportements étranges. Certains développèrent des obsessions morbides pour les détails de l'affaire, passant des nuits entières à relire les témoignages et les pièces du dossier.
D'autres furent pris de cauchemars récurrents où ils revivaient les tortures décrites par les victimes, ou se voyaient eux-mêmes dans le rôle des bourreaux. Le commissaire Beaumont lui-même, l'homme intègre qui avait mené l'enquête, sombra progressivement dans une dépression mystique où il se persuadait que toute l'affaire avait été orchestrée par des forces supérieures pour lui révéler les vraies lois de l'existence humaine. Il démissionna de la police et passa ses dernières années à errer dans Poitiers, prêchant à qui voulait l'entendre que les enfants Rousseau avaient découvert le secret de la transformation spirituelle par la souffrance volontaire. Quant à l'établissement psychiatrique qui hébergeait Victor et ses compagnons, il devint rapidement un lieu de pèlerinage secret pour des individus attirés par les révélations des anciens captifs. Malgré la surveillance étroite, les 5 jeunes gens parvenaient à exercer une influence hypnotique sur leur personnel soignant, leurs visiteurs et même sur les autres pensionnaires de l'établissement. Le docteur Henri Charcot, neveu du célèbre neurologue qui dirigeait l'institution, nota dans ses rapports médicaux des phénomènes qui défiaient son entendement scientifique. Ces jeunes patients présentent des capacités de manipulation psychologique qui surpassent tout ce que la littérature psychiatrique a pu documenter. Ils semblent capables de deviner les peurs les plus secrètes de leurs interlocuteurs et de les retourner contre eux avec une précision chirurgicale. Plus troublant, ils exercent sur leur entourage une fascination morbide qui transforme progressivement les soignants en disciples. J'ai dû remplacer 3 équipes successives de personnel médical, toutes converties à leur étrange philosophie de la transcendance par la souffrance. Mais le phénomène le plus inquiétant était l'effet que ces 5 individus avaient sur la mention Rousseau elle-même. Bien que vidée de ses occupants et officiellement mise sous scellé judiciaire, la demeure semblait développer une vie propre. Les voisins rapportaient des bruits nocturnes, pas des gémissements de fantômes, mais des murmures de voix enfantines qui semblaient donner des leçons à des auditeurs invisibles. Les rares visiteurs autorisés, experts judiciaires, historiens, journalistes, ressortaient tous avec la même impression troublante. La mention continuait à fonctionner, même vide, comme si l'œuvre des Rousseau avait créé une énergie psychique autonome qui survivait à ses créateurs. C'est comme si cette maison avait appris à torturer, écrivit un reporter du Figaro après une visite nocturne en 1905. Les murs eux-mêmes semblent suinter une malveillance qui vous pénètre jusqu'aux os. Et pourtant, c'est une malveillance séduisante, qui vous donne envie de rester, d'explorer, de comprendre les secrets cachés dans chaque recoin. Plusieurs de mes collègues qui ont visité les lieux sont devenus obsédés par l'affaire Rousseau, au point de sacrifier leur carrière pour continuer leurs recherches sur cette famille maudite. Au fil des années, la mention Rousseau devint le cœur d'un phénomène qui dépassa largement les frontières de Poitiers. Des réseaux secrets se constituèrent, rassemblant des individus fascinés par les méthodes Rousseau de purification spirituelle. Ces groupes clandestins appliquaient dans leur propre famille les techniques documentées lors du procès, créant de nouvelles générations d'enfants, purifiés selon les principes établis par Geneviève et perfectionnés par Victor. Victor lui-même, bien qu'interné, continuait à diriger ce mouvement souterrain par l'intermédiaire de visiteurs qui repartaient transformés par leurs entretiens avec lui. À 25 ans, il était devenu le prophète d'une religion secrète de la souffrance, prêchant que l'humanité ne pourrait évoluer qu'en acceptant de briser systématiquement ses membres les plus jeunes pour les reconstruire selon des modèles supérieurs. L'amour parental traditionnel, écrivait-il dans l'un de ses nombreux traités philosophiques rédigés en captivité, et c'est la faiblesse qui empêche l'espèce humaine d'atteindre son potentiel véritable. Seuls les parents assez courageux pour transformer l'amour en souffrance constructive peuvent offrir à leurs enfants la possibilité de transcender leur condition animale initiale. Nous sommes la preuve vivante que cette transcendance est possible. En 1910, Victor et ses 4 compagnons moururent tous dans des circonstances mystérieuses, la même nuit, sans signe de maladie ou de violence. Leurs corps furent retrouvés dans leurs cellules respectives, parfaitement sereins, un sourire étrange figé sur leurs lèvres. Selon les témoins, leurs derniers mots furent identiques. « Notre œuvre est accomplie.
Les semences sont plantées. La moisson commencera bientôt. Leurs décès marquèrent paradoxalement l'apogée de leur influence. Leur mort simultanée fut interprétée par leurs disciples comme un passage volontaire vers un état supérieur d'existence, et leurs écrits furent rassemblés en une sorte de doctrine secrète qui continua à se propager dans toute l'Europe. La mention Rousseau fut finalement détruite en 1920 par les autorités municipales. Mais selon les témoins de la démolition, les ouvriers furent tous affectés de troubles psychologiques durables. Certains développèrent des obsessions pour la correction de leurs propres enfants, d'autres furent hantés par des visions nocturnes où des voix enfantines leur expliquaient les vraies méthodes d'éducation spirituelle. Aujourd'hui encore, près de 120 ans après les événements, l'affaire Rousseau continue de fasciner les criminologues, les historiens et les psychologues. Car au-delà de l'horreur pure des crimes commis, cette histoire pose des questions fondamentales sur la nature de la souffrance, les limites de la résistance humaine et la possibilité terrifiante que des victimes puissent non seulement survivre aux pires tortures, mais en tirer une forme de pouvoir supérieur. Les archives de l'affaire, conservées aux Archives nationales, continuent d'attirer des chercheurs du monde entier. Mais beaucoup de ceux qui les consultent ressortent transformés par cette lecture, comme si les mots mêmes de Victor et de ses compagnons conservaient une partie de leur pouvoir de fascination mortelle. Et dans les rues de Poitiers, par les nuits de brouillard épais, certains habitants affirment encore entendre parfois des murmures enfantins qui semblent venir des égouts ou des caves abandonnées, des voix qui récitent inlassablement les leçons apprises dans les profondeurs de la mention Rousseau, perpétuant, à travers les siècles, l'œuvre terrible de ceux qui transformèrent l'innocence en instrument de terreur absolue. Car telle est peut-être la véritable malédiction de cette histoire. Non pas que des enfants aient été torturés par des adultes dérangés, mais qu'ils en aient tiré les leçons nécessaires pour devenir, à leur tour, des professeurs d'une cruauté infiniment plus raffinée que celle qu'ils avaient subie. Et que cette leçon, une fois apprise, ne puisse jamais vraiment être oubliée par ceux qui en ont compris la terrible logique. L'histoire de la famille Rousseau nous rappelle que le mal le plus pur n'est pas celui qui détruit, c'est celui qui enseigne, qui se transmet, qui transforme ses victimes en nouveaux propagateurs d'une doctrine de souffrance qui se perpétue à travers les générations. Et quelque part, dans les replis les plus sombres de l'humanité, cette doctrine attend patiemment l'occasion de ressurgir, portée par de nouvelles voix enfantines qui auront appris, à leur tour, que la souffrance bien comprise peut devenir l'instrument de tous les pouvoirs. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.